qui ne le savent pas, Bienvenue à l'immigrant est un organisme à but non lucratif, un organisme communautaire qui a vu le jour en 2017 à l'initiative de Madame Henriette Bondon. Bienvenue à l'immigrant s'est donné pour mission d'accueillir toutes les nouvelles personnes qui arrivent au Canada, peu importe leur pays d'origine, de les accompagner dans leur processus d'intégration. Et cet accompagnement se veut personnalisé. Bienvenue à l'immigrant veut par là faciliter l'intégration des nouvelles personnes qui arrivent au Canada afin de les rendre autonomes pour qu'ils puissent redonner à la communauté. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une jeune impactante, une figure jeune, impactante et inspirante qui a été pendant certaines années la figure de pro de Bienvenue à l'immigrant jeunesse. Daina Blanchi, puisqu'il s'agit d'elle, s'est démarquée très tôt par sa bravoure et son dynamisme. Et aujourd'hui, elle va nous parler de son parcours, de ses défis et de ses stratégies pour relever ces défis. Daina, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Merci de me recevoir aujourd'hui sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. C'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Daina, de te recevoir. On va parler aujourd'hui de toi. Tu vas nous parler de ton parcours, de tes défis, de tout ce que tu as pu rencontrer tout au long de ton parcours, qui est assez très riche. Mais aujourd'hui, quand Daina se regarde, comment est-ce qu'elle se définit? Comment je me définis? Je dirais que moi je me définis comme une personne qui est très d'abord consciente de la chance et des privilèges qu'elle a. En tant que jeune femme immigrante de parents camerounais, originaires du Cameroun, je trouve que la première des choses déjà c'est de reconnaître que j'ai eu le privilège de me retrouver dans un environnement où je veux me développer. Donc moi je suis constamment dans un esprit de gratitude pour tout ce que j'ai. Que ce soit peu, que ce soit beaucoup. Donc ça déjà c'est une partie très importante de moi. Également, je suis très entreprenante comme personne. J'ai des objectifs et je ne me limite jamais à des objectifs. Comme on utilise l'expression le ciel est la limite, je trouve qu'il n'y a pas de limite. Je trouve que cette expression même est limitante. Comment je visualise la vie, c'est tout ce qu'on veut, on peut l'avoir. Ce que je dis toujours à mes amis, c'est que c'est là. Tu veux, tu vas le chercher. Ça prend que tu fasses certaines actions, ça prend que tu aies une certaine façon de penser, une certaine façon de te comporter, mais j'essaie le plus possible de ne pas me limiter, de rêver grand, de travailler très fort pour atteindre ses rêves, de mettre tout à ma disposition, c'est-à-dire que la vie que j'envisionne pour moi, est tellement grande et même que des fois ça peut faire peur, mais c'est possible. Donc moi je suis une personne très travaillante également, qui m'implique beaucoup. L'engagement communautaire fait une partie intégrante de mon identité parce que je trouve que ce que je dis souvent c'est tu prends soin des gens, Dieu prend soin de toi. Donc c'est quelque chose de beau dans le fait de redonner à sa communauté, dans le fait de s'impliquer, donner pour tout ce qu'on n'a pas également, d'être cette personne-là, de devenir cette personne qu'on aurait aimé avoir pour nous. Évidemment, après tout ce que tu as dit, tu es vraiment une personne très déterminée. Et c'est assez inspirant tout ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et est-ce que tu as des projets que tu es assez impliqué au niveau social et même politique? Donc, tu as certainement rencontré des défis et tu as certainement mis sur pied des stratégies pour pouvoir venir à bout de ces défis. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, mon parcours, tout a vraiment commencé quand je suis entrée au secondaire. Je suis entrée au programme international, ici même à Cavalier-de-la-Salle. Donc, le programme exige de tous les étudiants un certain nombre d'heures de bénévolat par année. Donc, ça va autour de 10 heures et 20 heures. Je pense même qu'il y avait peut-être un 30 heures, mais bon, c'était entre 10 et 20 heures par année, pendant des années. Et si tu ne remplis pas tes heures de bénévolat, tu ne peux pas graduer tout simplement. Donc moi j'ai commencé comme ça, m'impliquer aux portes ouvertes, les petites activités à l'école, la vie étudiante, par-ci par-là, j'emplissais mes 10 heures, 20 heures peut-être. Mais
les 2 premières années. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que j'aime ça. Donc, j'aime le fait de m'impliquer, j'aime le fait de faire des activités en dehors de l'école. Parce que moi, déjà, j'étais pas trop une sportive. Donc, j'ai fait du cheerleading, c'est chose que j'ai beaucoup aimé, mais bon, pas vraiment. Donc, mon sport en soi, c'était mon implication. Mes activités en dehors de l'école, c'était mon implication. Donc là, j'ai commencé à prendre des rôles un peu plus actifs à l'école, m'impliquer dans Amnesty International, Magasin du Monde, le club des petits déjeuners, la vie étudiante. Et en secondaire 5, c'est là que vraiment il y a eu ce déclic où. Enfin, secondaire 4, c'était une année de beaucoup de réflexion identitaire pour moi. Qui suis-je en tant que femme noire, pourquoi la société perçoit la femme comme elle perçoit la femme, pourquoi est-ce que la femme noire est traitée de cette façon. C'était vraiment une longue année de... En secondaire 4? Secondaire 4. C'était pas un peu tôt, hein? Quelle réflexion! Qu'est-ce qui t'a inspiré d'avoir ce genre de questionnement? Je pense que c'est vraiment de regarder autour, voir un peu toutes les petites micro-agressions envers les femmes, toutes les petites limitations, le fait que c'était beaucoup plus rare de voir des femmes qui osent rêver grand, qui osent avoir des grandes ambitions. Donc les exemples, les modèles, c'était un peu plus rare en tant que femme noire. Donc je trouve qu'ici, quand tu es dans un pays, tout le monde est noir. Ouais, ça va. Mais là, tu te retrouves dans cette situation de diversité, ça fait monter les questions. Quand tu regardes des petits traitements, c'est pas des trucs très, très évidents des fois, mais vraiment un peu subtil. Donc moi, ça m'a amené vraiment beaucoup de grosses réflexions qui sont même allées au niveau de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit sur la femme? Pourquoi est-ce que c'est écrit ainsi? Donc c'est ça qui a fait en sorte qu'en secondaire 5, j'ai décidé de faire le projet Femmes noires, femmes de pouvoir. Donc ça, c'était un projet pour vraiment redonner l'estime de soi à la jeune fille noire, de lui faire sentir qu'elle peut prendre sa place dans la société. Et de montrer qu'il y a des exemples quand même, bien qu'il faut vraiment aller les chercher pour les trouver, mais de montrer dans tous les différents domaines que c'est possible. Il y a des personnes qui l'ont fait avant nous. S'il n'y a pas de ces personnes-là, on peut devenir ces personnes qui vont le faire pour les filles qui suivent. Donc c'est vraiment ça le but de mon projet. Et j'ai rencontré un certain clash dans l'organisation de ce projet. Des personnes à l'école, des étudiants, quand je faisais mes campagnes de promotion du projet tous les midis, des personnes qui passent avec des petits regards un peu assez dérangeants, des petits commentaires que j'entendais, son projet est raciste, même de certains adultes. Il y avait une petite polémique quand même autour de mon projet que j'ai trouvé, donc je dirais que c'était pas si bien accueilli que ce que j'aurais espéré, dans le sens où moi je pouvais pas penser que un projet qui met la valeur, qui met l'emphase sur la femme, non, ce serait un projet qui pourrait être vu raciste, parce que ce que je disais, c'est que l'estime de soi, c'est une question de tout le monde. Donc tout le monde est bienvenu. Ça s'est montré le jour de l'événement, parce qu'en fait c'était en 2 parties, une soirée et un site internet que j'ai conçu, et le site est toujours disponible. Mais la soirée, c'était vraiment des panels, c'était des allocutions, il y avait une photo booth, il y avait des petits stands. Donc à cette soirée-là, c'est vraiment la diversité totale, tout le monde était le bienvenu, parce que, comme j'ai dit, l'estime de soi, ça touche tout le monde. C'est juste que il faut des moments pour parler de la femme noire, pour parler de l'estime de soi de la jeune fille noire, parce que déjà, la question de l'intersectionnalité, ça touche que les femmes issues de la diversité, mais il y a aussi la petite étape d'être jeune, d'être une femme noire. C'est comme une triple limitation, si on peut le voir comme ça, ce qui ne devrait pas être le cas. C'était vraiment pour aborder cet aspect un peu.
Et puis justement, à partir de mon projet, beaucoup de choses ont changé pour moi. À cet événement-là, j'avais demandé à Mme David, qui était ministre de la Condition féminine à ce moment-là, de faire un petit discours. Et puis ensuite, j'avais reçu une demande pour m'impliquer dans la circonscription Marguerite Bourgeois, chose que j'ai acceptée. Et j'avais reçu aussi également une demande pour être panéliste au Salon international de la femme noire. Et ça, c'était vraiment extrêmement marquant pour moi parce que quand je faisais les recherches pour mon projet, j'étais tombée sur le salon justement et c'était vraiment une grosse inspiration pour l'élaboration du projet qui m'a pris quand même beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, surtout étant jeune, rejoindre toutes ces personnes-là. Donc, le fait, à travers mon projet, de pouvoir être invitée au Salon international de la femme noire, je trouvais que c'était quand même, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée. Ensuite, il y a eu quelques demandes pour des émissions de radio, des petits passages pour une émission de télé également. Et des demandes à gauche, à droite pour différents types d'implications, des plus grandes responsabilités également que j'ai pris aussi au secondaire pour le magasin du Monde. Donc c'est là que je commençais vraiment à affirmer mes positions de leadership et sentir que ma voix pouvait faire une différence, si on peut le mettre comme ça. Donc c'est vraiment à ce moment que j'ai commencé à rêver vraiment très grand, pas par rapport à mon avenir ou quoi que ce soit, mais par rapport à l'impact que je peux apporter dans la société, par rapport à des manières de changer les mentalités. Donc, une fois que j'étais au cégep, j'ai continué à m'impliquer bien évidemment avec Bienvenue à l'immigrant, beaucoup à ce moment-là, dans mes communautés culturelles également, j'étais, et je suis encore représentante jeunesse. Donc, c'est vraiment pour essayer d'intégrer cette identité québécoise qu'on a avec notre origine, parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc, c'est important de quand même prendre le temps de connaître ces origines-là et essayer d'intégrer notre identité ici. Donc, à travers tout ça, j'ai continué toujours à m'impliquer beaucoup. J'ai eu un moment où j'étais un petit peu demandée de partout quand même, donc je trouvais que je commençais à m'éparpiller et j'ai dû m'asseoir et me concentrer. Qu'est-ce que je veux? Quel est l'impact que je veux avoir? Quelles sont les causes qui me tiennent réellement à cœur et qu'est-ce que je peux faire pour m'amener vers l'objectif ultime? Et donc là, j'ai laissé tomber certaines implications et je me suis concentrée beaucoup plus sur d'autres, toujours en lien avec la femme, avec les immigrants, toujours avec la jeunesse. Et une fois que je suis rentrée en droit à l'université, je me suis dit, bon, vu que j'ai toujours eu ce souci de m'impliquer dans toutes mes communautés, que ce soit mes communautés culturelles, la circonscription, l'école et tout, il fallait que je me trouve une application dans le domaine, dans le monde juridique. Et c'est là que, bon, ma première année de droit, j'ai exploré encore. Et ensuite, j'ai été nommée représentante des universités de droit civil pour l'Association des étudiants noirs en droit du Canada. Donc ça, c'était quand même mon mandat. Je suis en période de transition présentement. Et c'est quelque chose de très émotionnel parce que je trouve que c'était probablement ma plus grosse responsabilité de leadership où l'impact était réel parce que ça concernait la cause de tous les étudiants noirs en droit dans le pays quand même. Donc on était les voix de cette cause-là à travers toutes les initiatives. La semaine passée, j'étais à Halifax pour une conférence, la conférence nationale, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on a réussi à organiser le plus grand rassemblement d'étudiants en droit jamais organisé dans l'histoire du Canada. Donc c'était 550 personnes, l'impact était incroyable, c'était sur 4 jours. Et puis, ressortant de là, il y a des étudiants, des juges, des avocats. Et c'est là qu'on se rend compte que dans des événements comme ça, dans des salles comme ça, c'est là que le futur premier ministre noir va être formé. C'est là que beaucoup de rêves vont naître. Et le fait de le voir et d'entendre les commentaires et d'entendre tous les feedbacks des étudiants, c'était assez incroyable comme expérience. Donc,
C'était ça, et tout au long de mon parcours, justement, plus tu t'impliques, plus dans des causes qui touchent à la diversité, à l'intersectionnalité, plus tu te rends compte que c'est important. Parce que tu reçois beaucoup de commentaires. Moi, beaucoup de gens regardent mon CV, trouvent que mon CV est impressionnant, mais me disent des trucs en mode tu devrais moins t'impliquer dans les initiatives toujours en lien avec les femmes ou avec les noirs ou des affaires comme ça. Donc, est-ce que ça t'arrête? Jamais. Ça me pousse à te poser une question. Oui. Tu as parlé de, disons, on va appeler ça un peu de résistance. Quand tu montais ton projet, les commentaires déplaisants, et ça t'a pas arrêté. Et tantôt tu as dit, tu as été nommé. Tu n'as pas été voté, tu n'as pas fait une campagne pour être élu, tu as été nommé. Ça montre l'impact positif que tu as sur tes pairs. Quand tu regardes tout ton parcours, avec tout ce que tu as vécu et ce que tu as réalisé, quel sentiment t'habite? Qu'est-ce que tu ressens? Ce que je ressens, c'est gratitude infinie pour toutes les opportunités dans ma vie. Pour mes circonstances, le fait que même quand c'est difficile, tout est à notre disposition pour toujours aller chercher, parce que j'ai, niveau plus personnel, j'ai quand même un parcours assez difficile. Donc, mon implication aussi a été vraiment, pour moi, ce qui m'a sauvée en soi. Ce qui m'a vraiment permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui, malgré toutes les difficultés. Et mais je suis surtout dans une optique de il y a tellement de choses à faire. Et si on ne le fait pas, qui va le faire? Tu as commencé ton implication assez jeune quand même. Et très tôt, tu posais des très bonnes questions à toi-même et sur ton environnement aussi. Avec du recul, où tu es rendu aujourd'hui, quand tu regardes la jeunesse, quel regard est-ce que tu portes sur eux? Comment est-ce que tu vois la jeunesse aujourd'hui? Je trouve que la jeunesse ne pense pas assez à l'impact, aux répercussions de leurs actions. Ne pense pas assez au fait que si nous sommes aujourd'hui, il y a une expression, nous sommes sur le dos des géants. Donc si nous sommes où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de personnes ont versé du sang, versé leurs larmes, ont versé la sueur. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de batailles ont été menées pour que moi je puisse être assise ici aujourd'hui, pour que mon frère puisse être assis à la maison, pour que tous ces jeunes puissent vivre la vie qu'ils sont en train de mener. Donc c'est important de garder en tête que autant que ces personnes se sont battues aussi fort, pour que nous on puisse l'avoir un peu plus facile, nous on doit se battre encore plus fort pour que les gens après nous puissent l'avoir encore plus facile, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est assez négligé, parce qu'on peut facilement rester dans le confort, et sincèrement, des fois j'ai envie de tout arrêter, parce que des fois c'est beaucoup. Et je me dis, mais pourquoi je me suis lancée dans tout ça? Quand est-ce que ça a commencé? Mais on ne peut pas, on ne peut pas, et c'est tellement beau, c'est tellement gratifiant, c'est tellement... c'est quelque chose qu'on ne peut jamais t'enlever. Ce que tu fais pour les autres, l'impact que tu as, autant même pour ta vie personnelle à toi. Donc, je trouve qu'il y a quand même un manque d'implication, un manque de visualisation, un peu de qu'est-ce qui arrive après. Quel conseil que tu peux leur donner pour pouvoir le relever? Un conseil qui pourrait les relever, qui pourrait les motiver? Qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient faire? Je trouve que premièrement, déjà, ils devraient se rendre compte de leurs privilèges. Parce qu'on est beaucoup facilement dans les plaintes. Ma vie n'est pas bien, je ne suis pas assez aisée, peut-être situation financière difficile à la maison, telle personne ne m'aime pas, j'ai pas d'amis, etc. Donc, je trouve qu'on devrait se rendre compte de l'opportunité, de la chance qu'on a d'être dans un pays d'opportunités. Parce qu'il y a énormément, c'est-à-dire tout est à notre disposition au niveau des services.
au niveau de même Bienvenue à l'immigrant, tout ce que Bienvenue à l'immigrant fait, c'est-à-dire qu'on a tellement de choses qui sont mises en place pour qu'on réussisse. Donc c'est d'aller chercher et surtout de comprendre les codes. Parce que moi, quand je suis rentrée en droit, je me suis rendu compte que en tant que jeune femme noire, issue de l'immigration, c'est tellement difficile parce qu'il y a un problème de code. Beaucoup de personnes, en rentrant en droit, ils comprennent comment ça fonctionne. Quel cours prendre, quel professeur prendre, comment prendre ses notes de cours, comment étudier, quelle lecture faire, ne pas faire, pourquoi. Parce que dépendamment de l'objectif, il y a une façon de faire son bac. Et quand si tu dois faire la course au stage, par exemple, qui connaître, qui avoir dans ton carnet d'adresse, quel type de résultats tu dois faire, quel type d'événements tu dois assister. À ces événements, qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu poses comme question, quand t'arrêter, quand partir, quand arriver. C'est-à-dire que c'est une infinité de règles que si tu ne sais pas qu'il y a des règles ou si tu ne sais pas qu'il y a une façon de se tenir, tu te retrouves à un moment donné où c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Ou pas qu'il n'y a plus rien à faire, mais c'est beaucoup plus difficile pour toi de te démarquer. Donc, c'est important de comprendre, de tout le temps chercher à savoir est-ce que dans l'environnement où je suis, est-ce qu'il y a des codes à connaître et à maîtriser? Est-ce qu'il y a des mentors? Le mentorat, c'est la base de tout. Inspire-toi des personnes qui ont le résultat que tu veux obtenir. Donc, qui dans ton entourage, ou même pas dans ton entourage, va sur LinkedIn, ajoute des personnes, écris-leur bonjour, je suis telle personne, j'étudie aussi, j'aime beaucoup je suis intéressée par tel domaine et je trouve que voilà, vous êtes là, est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour un café? Moi j'en ai fait là, le café. Et la pire chose qui puisse arriver, c'est qu'on te dise non. Et ça ne va rien changer à ta vie, tu passes à la prochaine personne. Donc c'est vraiment de se mettre dehors, d'aller chercher l'information parce qu'elle est là, mais de savoir qu'il faut aller chercher l'information, donc de tout le temps être dans une optique de dans quel environnement je suis, qu'est-ce que je peux faire, qui a déjà fait ce que j'ai envie de faire, que tu connaisses la personne ou pas, parce qu'on se retrouve dans des situations où on ne connaît pas des gens, on n'a pas d'avocat peut-être dans la famille, ou on ne s'est jamais retrouvé dans des environnements, des réseautages avec des avocats. Donc, pose des questions, trouve-toi un mentor, formel, informel, si une personne peut te prendre en charge formellement. Sinon, pose des questions à gauche, à droite. Mentorat informel, à gauche, à droite, c'est tellement important. Mais donc, tu parlais de mentorat. Est-ce que toi, tu es mentor? Si j'ai un mentor? Non, si toi, tu es mentor. Oui. J'offre beaucoup de mentorat informel à beaucoup de personnes que je prends en charge quand même. Que ce soit des petits étudiants que je rencontre première année, moi j'ai toujours les parler. Bonjour, moi c'est Daina. Il faut savoir que ici c'est comme ça que ça fonctionne, etc. Parce que c'est tellement important. Et comment est-ce que tu as reçu quand tu vas vers eux? Les gens sont toujours contents. Ok. Toujours parce que ça ne peut qu'être positif d'avoir une personne qui vient et essaie de te guider quand même. Est-ce que tu veux une note de cours? Est-ce que tu veux ci, est-ce que tu veux ça? Ou même dans la communauté, mais à la maison, ma soeur, dans la communauté, les enfants et tout. Donc, au plus possible, j'essaie d'être présente quand même pour ceux qui posent des questions. Et voilà, mais là, présentement, je suis en train de mettre en place un programme de mentorat plus concret dans mes deux communautés culturelles. Donc ça, c'est vraiment à suivre dans la prochaine année, j'espère que... Ben écoute, on te souhaite tout le succès possible. Avec tout ce que tu as fait, tu es vraiment une personne très inspirante. Et je souhaite vraiment que tu puisses offrir du mentorat à beaucoup de personnes qui pourront s'inspirer de ce que tu as fait. On est arrivé au thème de notre émission. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire? Un dernier petit conseil à donner? Le dernier mot que j'aurais à dire, c'est à tous les jeunes qui m'écoutent de faire le plus possible pour devenir la personne que vous auriez aimé avoir autour de vous. Pour que justement d'autres jeunes puissent bénéficier de vos talents. Parce que tout le monde a quelque chose. Si on est ici, c'est parce qu'on a tous quelque chose qu'on peut redonner.
on a tous quelque chose qui nous rend unique. Donc c'est important d'aller chercher ce potentiel et de ne pas le gaspiller. Parce que ce serait une insulte envers toutes ces personnes qui se sont battues, ce serait une insulte envers les parents qui travaillent d'arrache-pied pour qu'on puisse se rendre ici. Donc c'est important de ne pas gaspiller ce potentiel et de s'impliquer, de redonner quand on peut. Et c'est important de redonner, c'est important de ne pas gaspiller son potentiel. Ça, je repars avec ça. Merci beaucoup, Nana, c'était très inspirant et très enrichissant ton parcours. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation et j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter aujourd'hui. Merci. C'est la fin de notre émission. On se reverra à la prochaine émission. Merci.